50e se fait attendre. Voilà, 50. Si ça vous convient, on va démarrer. Bonjour à tous. Bonjour Quentin qui vient d'arriver. Je suis Mathieu Lerondeau, je suis directeur de la communication et des communautés de Léonard. Je suis habituellement chargé notamment de concevoir et de lancer les différents événements que nous accueillons publics, que nous accueillons à Léonard Paris et auxquels je suis sûr que vous avez été nombreux à prendre part par le passé. Alors, tout naturellement, les circonstances nous ont imposé de restreindre et de fermer l'accès à Léonard Paris et donc de déprogrammer ou reprogrammer les conférences qui étaient prévues dans notre espace, qu'elles soient d'ailleurs à l'initiative de Léonard, à l'initiative de la Fabrique de la Cité, de la Fondation Vinci ou encore du Lab Recherche Environnement, qui sont autant de résidents de Léonard. Pour autant, nous souhaitons ne pas abandonner ces quelques semaines que nous avons devant nous, en tout cas ces quelques jours, au confinement et à l'isolement surtout. On a pensé que passer l'effet de sidération et le temps que nous avons tous dû consacrer à réinventer le quotidien, nous réorganiser, nous pouvons faire œuvre utile, pour reprendre l'une des expressions de la raison d'être de Vinci, en vous proposant de nous retrouver ici chaque jour pour éclairer un nouvel aspect du futur des villes, des territoires et de leur métier. Alors, dans certaines de ces conférences, il sera question de la crise sanitaire, de ses répercussions sur le futur des villes et de leur métier, et nous nous laisserons bien évidemment la liberté également, parfois, de parler de toute autre chose. Tous autant que vous êtes, vous avez reçu le programme de cette première semaine, j'en reparlerai tout à l'heure à la suite de l'intervention d'Elisabeth, à laquelle il est temps à présent de laisser la parole. Pour cette première conférence et ces premières 30 minutes pour demain, on a demandé effectivement à Elisabeth, qui est fondatrice de Paradigme, etc., une société de conseil en innovation et en prospective, qui accompagne les chantiers de prospective de Léonard, qui, je dirais, sont au cœur de notre projet et de nos activités. Elisabeth a été administratrice de plusieurs grands groupes cotés. Elle est aussi aujourd'hui membre du conseil d'administration d'un groupe de santé, Elsan. La question que nous avons demandé, à laquelle nous avons demandé à Elisabeth de bien vouloir répondre, c'est nous aider à comprendre comment, eh bien, dans des circonstances exceptionnelles, la prospective, ou avant que ne surviennent d'ailleurs les circonstances exceptionnelles, comment la prospective peut nous aider à prévoir l'imprévisible. Voici enfin comment les choses vont se passer. On va laisser une petite demi-heure à Elisabeth pour intervenir. Je vous remercie de votre compréhension pour les petits aspects techniques qui pourraient n'être pas parfaitement satisfaisants. On travaille dessus, c'est une première, donc vous essuyez les plâtres avec nous. Je pense notamment à l'espace qui sera laissé sur votre écran au slide d'Elisabeth. Je vous inviterai à poser vos questions sur le chat, donc dans l'espace qui se trouve sur la droite de votre écran. Questions que je me chargerai de poser à Elisabeth à la fin de son intervention. Et pour finir, dès 15h30 et la fin de nos échanges, 14h30, pardon, un espace de networking qui est visible dans la partie gauche ou accessible depuis la partie gauche de votre écran sera ouvert. Là encore, nous expérimentons largement. C'est un espace dans lequel on vous propose de vous connecter j'allais dire presque au hasard, avec d'autres membres de l'assistance, si vous pouvez et si vous souhaitez poursuivre les échanges avec eux. Voilà. Elisabeth, j'espère que tout est clair et je te laisse la parole en te remerciant d'avoir bien voulu intervenir et nous rejoindre aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, j'ai préparé des diapositives dans l'espoir de pouvoir vous les montrer, mais ça s'avère plus compliqué que prévu. Donc, je vais quand même malgré tout essayer de m'y référer. Et j'essaierai de les commenter pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas les voir. Pour consommer moins de bandes passantes, je vais me retirer de l'écran et laisser juste les diapos, et j'espère que ça facilitera les choses. Alors, la question que m'a posée Léonard et à laquelle j'ai essayé de répondre, c'est est-ce que la prospective peut nous aider à préparer l'imprévisible? Pour traiter cette question, je vais me concentrer sur 3 messages principaux. La première chose, c'est de vous dire que la prospective n'a pas pour objectif de prédire quoi que ce soit. Et si par hasard elle est tombée juste en prédisant un événement, c'est juste un hasard. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Le but de la prospective, c'est plutôt de se préparer, voilà, d'être prêt. C'est pas de prévoir après le moment venu. Ce sera mon premier point. Le deuxième point, c'est puisque j'ai dit que la prospective devait nous aider à être prêts, comment ça se fait que finalement, lorsque la crise se présente, on n'est pas si prêt qu'on le croyait? Donc là encore, on a différents éléments explicatifs.
et surtout différents remèdes pour éviter de se faire prendre à revers une prochaine fois. Et puis la troisième question que Julien a posée, Julien Villalon, quand on a préparé cette réunion, c'était est-ce que quand on fait de la prospective en temps de crise, comme c'est le cas maintenant, on la pratique différemment ou bien à quoi elle sert dans cette conjoncture particulière par comparaison avec ce qu'on ferait en temps calme. Voilà, donc c'est les trois thèmes que je vais essayer de traiter et évidemment dans le temps de questions on pourra parler d'autres choses. Le premier point que je voudrais mettre en exergue, c'est que bien sûr, la crise que nous vivons actuellement a été décrite et même abondamment décrite dans tout plein de travaux de prospective, décrite et même chiffrée. Donc, je vous en donne trois exemples ici. Je ne sais pas si vous pouvez lire les diapos. Le premier extrait que je montre ici, c'est le rapport de prospective qui est publié à peu près tous les 3 ans par National Intelligence Council, c'est-à-dire c'est le think tank de la CIA aux États-Unis qui présente la vision du monde des services de renseignement américains, enfin du moins ce qu'ils estiment partageable avec le reste du monde naturellement. Donc leur appréciation pour aujourd'hui et pour, disons, la dizaine d'années suivantes. Donc cette version-là sur laquelle nous travaillons date de 2017 et effectivement, la notion de pandémie y revient très souvent. Elle est mentionnée dans le chapitre initial, enfin toute la première partie de l'ouvrage sur quels sont les facteurs les plus déterminants pour l'avenir. Elle est mentionnée dans les scénarios et notamment il y a un scénario qui s'appelle Island où se déroule une pandémie en 2023, donc ils sont un peu trompés sur la date si je puis dire, mais la pandémie est décrite. Et il y a une troisième partie dans cet ouvrage qui nous parle, enfin qui fait des scénarios régionaux selon les grandes régions du monde. Et effectivement, dans le scénario Asie de l'Est et du Sud-Est, on voit se développer ce scénario. Donc, c'était prévu dans si je puis dire, dans l'ouvrage de référence américain. Maintenant, vous voyez, si les slides suivent, ce que je ne sais pas tout à fait, vous voyez maintenant à l'écran l'équivalent britannique, c'est-à-dire la publication équivalente des scénarios du monde, des scénarios pour le monde qui vient, publiés par le ministère de la Défense britannique. Donc ça, c'est une publication de 2018. Et là encore, on y voit tout un paragraphe sur les risques de pandémie et au titre de ce qu'ils appellent les discontinuités. Donc en prospective, on distingue souvent les tendances et les discontinuités. Il mentionne explicitement, c'est le deuxième point sur la liste, l'émergence d'une pandémie globale. Donc, on y est absolument. Le troisième document, puis j'arrêterai là ma liste, mais c'est simplement pour vous indiquer que ce thème de la pandémie n'est absolument pas quelque chose d'inédit auquel on n'ait jamais réfléchi, etc. Là, ce que je montre à présent à l'écran, c'est le rapport du World Economic Forum, c'est-à-dire du Forum de Davos, le rapport sur les risques qui est publié chaque année. Ça, c'est la livraison de 2019. Donc, on voit le risque de pandémie en haut à gauche de l'écran. Et surtout, il y a plusieurs chapitres thématiques dans chacun de ces rapports. Vous connaissez, si vous en êtes des abonnés réguliers. Et dans cette livraison de 2019, il y avait un chapitre entier qui s'appelait Going Viral, dont je vous ai mis ici quelques extraits, qui disait grosso modo deux choses. Un, les pandémies seront de plus en plus fréquentes. Deux, leur bilan humain sera de plus en plus faible. Donc là, ils ont repris les chiffres, si vous voulez, en disant que la grippe espagnole avait coûté, entre guillemets, 50 millions de morts. Le dernier virus qu'on avait eu, le SARS, avait seulement coûté, entre guillemets, 200 000 personnes infectées. Donc, le nombre de morts va baisser. En revanche, les dégâts économiques vont augmenter. Et il chiffrait cela, bon, c'est un chiffrage qui vaut ce qu'il faut, mais un coût annualisé, alors, mission la plus restrictive, 60 milliards de dollars annualisés, hein, et chiffrage le plus extensif, si on inclut les pertes d'opportunités, le coût des vies perdues, etc., on est à peu près à 600 milliards de dollars en coût annualisé, c'est-à-dire comme si c'est voilà, réparti, lissé sur toutes les années, même si naturellement il n'y a pas des pandémies toutes les années. Donc ce premier point, c'est pour dire que ces pandémies ont été, l'épisode que nous vivons, si vous voulez, a été décrit de multiples fois par les gens qui font de la prospective. Est-ce que pour autant on peut dire qu'il a été prévu? Alors là,
été prévu. Le fait de décrire, enfin d'imaginer un scénario possible et de décrire dans son détail les conséquences n'est pas équivalent à une prévision pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire qu'à part ce scénario-là, on en a décrit aussi des dizaines d'autres. Donc, c'est comme si vous jouiez au tiercé, vous avez joué sur tous les chevaux, donc évidemment, vous avez le cheval gagnant, mais c'est pas pour ça que vous aviez prévu que ce cheval-là gagnerait. Donc, les prospectivistes, par nature, décrivent beaucoup de scénarios et il se trouve que parmi tous les scénarios qu'ils ont décrits, en général, il y a celui qui se produit. Mais c'est pas pour autant qu'on peut dire qu'ils l'ont prévu. La deuxième chose, c'est que la valeur temps est très importante dans la prévision. Donc, si par exemple, je vous dis, il va y avoir un krach boursier, sans vous préciser la date, c'est sûr que j'ai raison, parce que comme les marchés passent leur temps à monter puis à redescendre, c'est sûr que si je dis il va y avoir un krach boursier sans donner la date, j'ai forcément raison. Mais ce qui intéresse tout le monde, c'est précisément la date à laquelle il va survenir et non pas le point de savoir qu'il va y avoir un krach à un moment donné indéterminé. Encore une fois, la valeur temps est très importante. Et enfin, la troisième raison pour laquelle le fait de décrire un scénario n'est pas égal à une prévision, c'est que ça ne prend pas en compte ce qu'on appelle le risque de corrélation, c'est-à-dire que cet événement particulier, donc dans le cas qui nous intéresse, la pandémie, intervient dans des circonstances qui entraînent des effets multiplicateurs. Donc là, si je prends deux exemples d'effets multiplicateurs sur cette pandémie que nous connaissons, le premier, c'est qu'elle a eu lieu juste à la veille du Nouvel An chinois, et donc sa propagation a été multipliée par le fait que de très nombreux porteurs du virus ont voyagé dans toutes les provinces de Chine. Et donc, ça a donné un effet multiplicateur considérable au virus qui était d'ores et déjà en incubation à cette période. Le deuxième effet multiplicateur dont on n'a sans doute pas fini de voir les effets, c'est qu'il intervient dans un contexte de gouvernance mondiale extrêmement conflictuelle ou en tout cas non coopérative. Les tensions sino-américaines en sont un exemple, mais vous voyez bien à l'intérieur même de l'Europe toutes sortes d'événements. Le dernier en date, c'est que par exemple l'aide sanitaire chinoise envoyée en Italie, qui a transité par la Tchéquie, il y a eu une partie importante des cargaisons qui ont été volées en Tchéquie sur le chemin vers l'Italie. Donc, pour toutes ces raisons-là, donc si je me résume, le fait qu'il y a beaucoup de faux positifs, le fait que la temporalité n'est pas prise en compte et le fait qu'on ne prend pas non plus en compte le risque de corrélation, ça veut dire que même si ces scénarios ont été décrits, on ne peut pas dire pour autant qu'ils étaient correctement prévus. Mais à la défense des prospectivistes, leur boulot n'est pas du tout de prévoir. On résume souvent cela d'une phrase, c'est de dire que le but de la prospective n'est pas de prévoir ce qui va se passer, mais de se préparer à ce qui pourrait se passer. Autrement dit, le but c'est d'explorer un grand nombre de futurs possibles et non pas d'essayer de déterminer précisément celui qui va se passer. Et la deuxième chose, c'est que notre but, c'est de nous préparer, c'est d'être prêt le moment venu. Et c'est pour ça qu'on essaie de voir le plus grand nombre possible de cas de figure qui peuvent se produire. Si vous suivez le raisonnement, vous me diriez, bon d'accord, mais à quoi ça sert de se préparer à des scénarios qui n'arriveront jamais? Eh bien précisément, ça sert à deux choses. Ça sert en prévention de risques, c'est-à-dire que on espère qu'ils n'arriveront jamais, mais on espère surtout que s'ils arrivaient, nous pourrions limiter leurs conséquences néfastes. Donc le premier usage de ce travail consistant à imaginer toutes sortes de futurs possibles, c'est de faire de la prévention des risques, soit sur le plan opérationnel, donc c'est ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité, soit sur le plan financier, ça va être des stress tests, soit sur le plan stratégique, c'est-à-dire de reconfigurer notre portefeuille d'activité. Et puis l'autre partie, beaucoup plus offensive, c'est de se dire, OK, il y a des futurs dont on a déterminé qu'ils étaient possibles, pour autant, ils se produiront pas spontanément. Et donc là, on utilise la prospective, soit pour faire du visionnage stratégique, si vous voulez, soit pour conduire l'innovation, soit tout simplement pour piloter le changement. Donc c'est à ça que ça sert d'imaginer plein de choses qui ne se produiront jamais. C'est juste pour être plus efficace, soit en prévention des risques, soit plus efficace proactivement en innovation et en stratégie. Et la manière dont on résume ça, c'est que celui qui fait de la prévision va répondre à une seule question qui est « que va-t-il se passer ?» Voilà, ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Celui qui fait de la prospective
il suit un enchaînement de questions qui sont représentées à l'écran, mais malheureusement très petits. La première question qui se pose, c'est que peut-il se passer? Que peut-il advenir? Et là, il va essayer de mettre le maximum de scénarios possibles sur la table. Une fois qu'il a fait ça, il va se poser une deuxième question qui est que puis-je faire? C'est-à-dire par rapport à tout, si chacun de ces scénarios arrivait, quelle serait la meilleure action, l'action la plus pertinente dans chacun de ces cas-là? Donc, il se retrouve avec un répertoire d'actions possibles considérable. Du coup, là, il est obligé de se poser une troisième question qui est non pas que puis-je faire, mais que dois-je faire ou que vais-je faire? C'est-à-dire, parmi toutes ces actions possibles, finalement, quelle est quel est le cours d'action que je vais suivre? Et pour répondre à cette question-là, il est obligé de traiter la dernière question que vous apercevez à droite de l'écran, qui est très existentielle, c'est qui suis-je? Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que pour pouvoir faire de la bonne prospective, et donc pour être prêt vraiment à prendre les mesures nécessaires, que ce soit proactivement ou défensivement, il faut être très au clair sur quelles sont nos priorités, quelles sont nos forces et nos faiblesses, quelles sont les valeurs qui nous sont le plus chères, quel degré de risque nous sommes prêts à accepter. Si je relis ça au contexte actuel, ça veut dire je suis, admettons, le gouvernement, est-ce que je choisis de limiter la disruption économique ou est-ce que je choisis de limiter le nombre de morts? Ou bien, par exemple, quel est l'arbitrage que je suis prêt à faire entre assurer la sécurité collective et préserver les libertés individuelles? Et on voit là que des gouvernements différents ont fait des choix très différents. C'est-à-dire, sans aller très loin de chez nous, vous prenez hier, le gouvernement suisse a annoncé qu'il ne ferait pas de confinement. Il a dit, OK, je suis bien conscient que les Italiens, les Espagnols et les Français font du confinement, mais nous, en Suisse, on va adopter une autre tactique. Donc, ils ont évidemment fermé les écoles, les restaurants, etc. Mais ils ont décidé de ne pas astreindre les gens à rester chez eux. Et ce faisant, ils estiment qu'ils pourront maintenir à peu près 80% de l'activité économique. Donc, vous voyez, en fait, on peut pas. C'est seulement à la fin des fins qu'on verra les résultats produits par chacune des actions. Mais le fait est, c'est que pour pouvoir choisir l'action que vous allez effectivement faire au regard de toutes les actions possibles que vous auriez pu faire et que la prospective a révélé, eh ben ça va vous obliger à révéler vos valeurs, vos contraintes, vos préférences. Voilà. Donc, ce faisant, j'espère avoir expliqué pourquoi à la fois la prospective a décrit les scénarios et assez souvent, quand un événement inattendu entre guillemets arrive, on se rend compte que il avait déjà bien été décrit par quelqu'un, mais simplement on n'y avait pas forcément prêté l'attention parce qu'encore une fois, cette description n'avait pas valeur de prédiction ou de prévision. Alors, ça m'amène à mon deuxième point qui sera beaucoup plus bref, c'est finalement, quand même, on a fait cet effort de décrire tous ces scénarios, donc pourquoi, au moment où ils arrivent, on est un peu surpris et on ne sait pas quoi faire, ou en tout cas pris à revers. Alors là, vous voyez un bestiaire sur la petite diapositive qui se compose de 3 animaux. C'est la manière dont les Britanniques, là tout à l'heure j'ai mentionné ce rapport fait tous les 2-3 ans ou 3-4 ans par les militaires britanniques, c'est eux qui ont inventé ce bestiaire. Et ce sont les 3 raisons pour lesquelles, en dépit du fait qu'on ait bien fait notre travail de prospective, on se laisse prendre à revers. Donc, le premier animal que vous voyez, c'est un cygne noir. C'est un cygne. Donc, un cygne noir. L'expression est maintenant assez courante depuis qu'elle a été popularisée par Nicolas Nassim Taleb. Donc, le cygne noir, c'est la première manière d'être pris en défaut. C'est juste qu'on l'a pas vu venir. On n'a pas vu venir l'événement. On ne croyait pas qu'il était possible. On l'a pas vu. Donc, souvent, on impute notre prise en défaut à cela, mais en fait, c'est mineur comme cas. La plupart je répète ce que j'ai dit précédemment, le plus généralement, les événements ont déjà été décrits, anticipés. Bon, enfin, néanmoins, la réponse à cela, il peut tout de même y avoir des signes noirs. Donc, la réponse, c'est de faire de la veille des signaux faibles, enfin ce que fait d'ailleurs Léonard très couramment. Donc en tout cas, le premier écueil possible, voilà, c'est le signe noir, on n'a juste pas été attentif, on n'a pas vu venir les signaux faibles, on n'a pas anticipé que cet événement puisse se produire. Le deuxième écueil, c'est l'animal du milieu que vous voyez, c'est une méduse. Donc ils appellent ça black jellyfish. Alors pourquoi c'est une méduse? C'est parce que quand il y a une méduse autour de vous dans la mer, ce que vous voyez, c'est le corps de la méduse, là, le chapeau. Mais ce qui pique, c'est pas le chapeau de la méduse, c'est le bout des filaments.
Et les filaments peuvent être très très longs. Donc le bout des filaments peut se trouver à plusieurs mètres du corps de la méduse que vous voyez. Et donc bien que vous ayez vu la méduse, vous vous faites piquer quand même parce que vous n'avez pas vu ces filaments très très longs qui sont venus vous piquer. Donc c'est une métaphore pour le deuxième écueil possible, c'est-à-dire on a vu le signe noir, mais on a mal apprécié les conséquences, les effets de second rang, les effets systémiques, etc. Donc ça, c'est un cas plus fréquent d'échec. C'est un écueil dans lequel nous tombons beaucoup plus fréquemment en réalité. C'est-à-dire que on a sous-estimé l'impact de l'événement ou on n'a pas vu les effets de ricochet. L'antidote à cela, que pratique également Léonard, ce sont les scénarios ou le design spéculatif. Ça consiste à essayer vraiment d'explorer les éléments systémiques ou les conséquences en cascade d'un événement. Et puis, le troisième écueil que vous voyez sur la droite, c'est un éléphant, donc c'est Black Elephant. Et en fait, c'est un croisement, c'est une référence à l'expression anglaise « an elephant in the room », c'est-à-dire il y a un problème. Donc, on n'est pas tombé dans l'écueil du signe noir. On s'est bien rendu compte qu'il y avait un événement risqué qui allait arriver. On n'est pas tombé non plus dans l'écueil de la méduse. On a bien compris que cet événement allait avoir des conséquences et on les a bien cernées. Mais avec l'éléphant dans la pièce, c'est tout le monde voit le problème, mais personne ne fait rien. Et pour résumer, c'est on a bien vu, mais on est incapable d'agir. Alors pourquoi on est incapable d'agir ? Alors, ça dépend si on parle d'un État ou d'une entreprise, mais c'est parce que on a une organisation qui est très cloisonnée, où il y a des réglementations qui ne permettent pas, où on a des actifs historiques dont on est prisonnier qui font qu'on peut pas, où il n'y a pas de consensus politique. Bon, enfin, il y a mille et une raisons pour lesquelles, bien qu'on ait vu venir le problème et on en a apprécié la magnitude, en fin de compte, on n'a pas réussi à agir comme on aurait dû pour se prémunir du problème. Et donc la réponse à cela, c'est tout ce qu'on appelle l'agilité organisationnelle, ou pire la résilience si on n'a pas su être assez agile. Et donc là encore, je reviens sur mon propos précédent. En fait, la prospective va plus s'intéresser à dérouler l'ensemble de la chaîne et aller jusqu'à l'éléphant, si je puis dire, que vraiment de prévoir l'événement stricto sensu. En fait, ça nous intéresse assez peu parce qu'on pense qu'on peut jamais bien prévoir. Donc, en fait, on a tellement de chances d'avoir faux, si je puis dire, si on mise sur la prévision, que en prospective, on essaie plutôt de miser sur toute la chaîne, allant jusqu'à l'agilité. C'est ce qu'on appelle donc le fait d'être préparé. Alors, mon dernier point, c'est quand on fait de la prospective en temps de crise, comme on y est maintenant, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on fait différemment? Enfin, voilà. Alors, la prospective en temps de crise, d'abord, ma première remarque, c'est que si on n'en a pas fait par temps calme, ça va pas être très facile de s'y mettre alors que tout est chahuté. Donc ça, c'est la première remarque. Mais enfin, si on a déjà une certaine gymnastique, en temps de crise, on va pratiquer la prospective sous 3 angles assez complémentaires et différents dans leur horizon temporel. Le premier angle, c'est pendant la crise, ça va être d'optimiser les choix tactiques qu'on peut faire pendant la crise. Donc, je vais prendre un exemple illustratif tout à fait personnel. Mathieu a précisé que je suis administratrice d'une société de cliniques privées. Donc, on a 125 cliniques en France et on participe naturellement à l'accueil des patients atteints du coronavirus. Donc là, nous, on a des sujets très opérationnels qui est, vu qu'on a des moyens limités en respirateurs, en masques, en lits de réanimation, en infirmières, etc., où est-ce qu'on les place? Est-ce qu'on risque pas d'être pris à revers si on les met à tel endroit plutôt qu'à tel autre, etc. Donc, on fait toutes sortes de scénarios sur la propagation de l'épidémie et les moyens dont on aura besoin à tel moment et à tel endroit. Donc ça, c'est vraiment des choix tactiques. La deuxième chose à laquelle peut servir la prospective dans ces temps particuliers, c'est préparer la sortie de crise. Donc ça, j'en dirai un mot parce que c'est vraiment très important. Et le troisième aspect, c'est à plus long terme, la crise, c'est comme un accélérateur ou un inverseur selon le cas des tendances. Donc il y a beaucoup de choses qu'on estimait peu plausibles ou très lointaines avant la crise et qui tout d'un coup vont prendre une actualité ou vont devenir tout d'un coup beaucoup plus probables. Et donc, quand on fait de la prospective en temps de crise, on essaie de repérer ça particulièrement. Qu'est-ce qui a changé et dont on peut dire que post-crise, ces scénarios-là deviendraient tout d'un coup beaucoup plus plausibles. Alors, si j'illustre ces différents points, pour l'optimisation des choix tactiques,
je vous montre ici des graphiques issus d'un article qui a pas mal circulé ces derniers jours, que vous avez peut-être vu, du Washington Post, qui illustre ce que donnerait la propagation de l'épidémie selon 4 choix tactiques possibles des gouvernements. Donc, ce que vous voyez sur les toutes petites images, encore une fois, hein, désolé pour leur caractère très petit, quand c'est bleu-gris, c'est la population qui n'a pas été touchée. Quand c'est orange, c'est la population qui a été touchée et qui est donc malade, malade ou porteur sain d'ailleurs. Et en rose, ce sont les personnes, une fois que vous êtes touché, il y a 2 solutions, hein, à la fin des fins. Soit vous mourrez, dans des cas très minoritaires, Dieu merci, soit vous êtes immunisé, c'est-à-dire vous guérissez, et dès lors vous avez des anticorps. Donc vous êtes immunisé contre un retour de la maladie. Donc les roses, c'est ceux qui ont été immunisés. Donc vous voyez, premier graphique, on ne fait rien. Il n'y a pas de confinement, il y a rien, quoi. Voilà. Donc très rapidement, la quasi-totalité de la population va être touchée. Et très rapidement aussi, certains seront morts, ça c'est sûr, mais ceux qui restent sont quasiment tous immunisés. Le deuxième cas de figure, donc la deuxième petite vignette que vous voyez, c'est on a fait une quarantaine. Donc la quarantaine, c'est un peu ce qui se passait à Wuhan. Donc il y a des gens dans une ville particulière ou dans un territoire particulier qui n'ont pas le droit de bouger. Donc ça fait un premier pic, vous voyez une première petite montagne, c'est à l'échelle du territoire en quarantaine, ils vont quasiment tous être malades. En revanche, ceux qui n'étaient pas dans le territoire de quarantaine, à ce stade, ne sont pas malades. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une sortie de quarantaine. Et donc, c'est pour ça que vous voyez une deuxième colline orange. C'est que finalement, la quarantaine finit toujours par avoir des fuites. Donc là, ce que vous voyez, c'est que le pic monte plus lentement. Et en fait, il monte en 2 vagues. D'abord à l'intérieur de la zone sous quarantaine, puis ensuite à l'extérieur de la zone sous quarantaine, parce qu'encore une fois, c'est pas tout à fait étanche. Donc, vous avez étalé votre pic. Et à la fin, vous avez quand même toute votre population qui est rose, c'est-à-dire que tout le monde va être immunisé. Et ensuite, les 2 graphiques de droite, c'est les les tactiques de confinement. La vignette numéro 3, c'est un confinement pas trop sévère, et la vignette de tout à fait à droite, c'est un confinement très sévère. Donc, on continue à aplatir le pic, mais vous voyez que la grosse différence de ces 2 tactiques-là par rapport aux précédentes, c'est qu'à la fin, vous avez une proportion non négligeable de votre population qui n'a pas été en contact avec le virus, qui n'est donc pas immunisée. Et donc, c'est plus satisfaisant à court terme, puisque vos hôpitaux ont la capacité de traiter tous les patients. Par contre, ça vous laisse très exposé au syndrome du deuxième tour, c'est-à-dire un retour du virus à la saison prochaine. Donc voilà, c'est le genre de choses à quoi on utilise la prospective en temps de crise, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui peut se passer selon les choix tactiques que je vais prendre? Et ensuite, de prendre le choix tactique qu'on juge le meilleur. Encore une fois, il n'y en a pas qui soit meilleur dans l'absolu. Ça dépend des valeurs que l'organisation ou la personne en charge de prendre ces décisions va juger supérieures aux autres. D'accord? Donc il y a plein d'autres illustrations possibles. Normalement, une entreprise comme Vinci a dû faire tout plein de scénarisation tactique. En tout cas, moi, les entreprises dont je m'occupe, ça nous a bien occupé la semaine dernière, sur les planifications de trésorerie. Comment on fait pour pas être à court de cash, même si nos revenus baissent, pour le temps que durera l'épidémie et le confinement. Donc en fait, on fait plusieurs scénarios, si ça dure 1 mois et demi, 3 mois, 6 mois, etc. Voilà. Donc c'est vraiment, on utilise de la prospective à très court terme pour simuler différents environnements et du coup voir ce qu'on va faire de plus intelligent en fonction du degré de risque qu'on est prêt à accepter. Ensuite, le deuxième usage, comme j'ai indiqué, c'est de préparer la sortie de crise. Alors là, j'avais mis beaucoup de graphiques, du coup beaucoup trop petits pour être lus. Je vais juste essayer de commenter le graphique du milieu que vous apercevez vaguement. C'est les schémas qui montrent le rebond des marchés financiers après différentes crises. Le trait tout en bas, je vais commenter que les extrêmes. Le trait rouge tout en bas du graphique, c'est après le 9 septembre, après le 11 septembre par contre 2001. Donc vous voyez que les marchés financiers ont continué à baisser après le choc et ils ont mis 2 ans à retrouver leur niveau initial. Et à l'inverse, la courbe verte tout en haut, c'est après la crise de 2008-2009. Donc là, vous voyez que en 2 ans, les marchés ont grimpé de 84%, c'est-à-dire ils ont quasiment doublé en 2 ans après le choc.
Évidemment, c'est parce que les banques centrales ont injecté tellement de liquidités qu'il y en avait plein. Mais ce graphique, c'est juste pour illustrer que selon la représentation que vous vous faites de ce qui va se passer en sortie de crise, vous n'allez pas faire la même chose maintenant et vous n'allez pas vous préparer de la même manière. Une question absolument centrale aujourd'hui pour les entreprises, c'est comment les gens vont se remettre au travail. Donc le confinement, on ne sait pas trop jusqu'à quand il va durer. Disons quelque part entre fin avril, fin mai. Bon, donc imaginez à ce moment-là vos collaborateurs reviennent travailler. Ben, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que comment on va juste recréer le lien et se remettre au travail à ce moment-là? Ça dépend de plein de choses. Par exemple, le gouvernement donne maintenant la possibilité de mettre tout le monde en congé obligatoire. Est-ce que vous allez les mettre en congé obligatoire d'ici là ou pas et supprimer leurs vacances de juillet, août ou pas? Comment vous allez garder le lien avec eux? Enfin, une fois que vous commencez à penser à ça, vous voyez très bien d'ailleurs qu'il va pas falloir attendre fin avril ou fin mai. Il est probablement nécessaire que chacun reste en contact avec ses équipes au moins une fois par semaine d'ici là. Sinon, ça va être très compliqué de se remettre au travail dans 6 semaines ou dans 10 semaines. Vous voyez, donc c'est vraiment, ça c'est le deuxième usage de la prospective, c'est de préparer. On se place au point où ça y est, la crise sera si ce n'est entièrement réglée, mais du moins ça commencera à rentrer dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on fera ce jour-là, le jour zéro là, qu'est-ce qu'on fera? Et on essaie de scénariser ça et d'en tirer les conséquences, surtout en termes d'action, puisque comme je l'ai dit, la prospective vire surtout à agir pour être prêt. Voilà. Et puis enfin, le dernier usage de la prospective et en temps de crise, et je m'en arrêterai là, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que la crise a changé de manière un peu structurelle ou pourrait changer de manière structurelle dans la bibliothèque de scénarios qu'on a en permanence sur ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Ce ne sont que des hypothèses. On ne fait que formuler des hypothèses, mais on les met sous le microscope, si vous voulez, en se demandant, tiens, ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça fait bouger les lignes ou pas? Alors là, il y a vraiment un nombre très important de sujets que cette crise est en train de faire bouger ou dont on a l'impression qu'elle pourrait les faire bouger. Il y a tout d'abord tout un sujet sur la gouvernance mondiale. Alors, il y a une affirmation très nette du leadership chinois que vous voyez de plein de manières différentes. Par exemple, vous avez un rush financier sur l'achat d'obligations d'État chinoises en ce moment, enfin un truc qu'on n'a jamais vu avant. Vous avez la Chine qui envoie du matériel médical et qui porte secours, enfin qui propose son aide, on va dire, aux pays européens. Par contraste, vous voyez les États-Unis qui ont annoncé qu'ils fermaient les vols, les liaisons aériennes. Donc le contraste, évidemment, surjoué et théâtralisé des deux côtés, mais néanmoins, il nous dit un certain nombre de choses sur le déplacement de leadership qui est en train de se produire, ou en tout cas, il accélère des tendances qu'on voyait déjà. Il nous dit aussi beaucoup de choses sur le sujet, est-ce que le monde est en train de se déglobaliser? Parce que ce qu'on voit de manière encore plus nette que jamais avec cette crise, c'est qu'il y a une intégration de facto des économies, des supply chains, des mouvements de personnes qui voyagent, etc. Et face à cette intégration de fait, il y a une gouvernance qui est absolument non coopérative. Donc là, c'est un peu le problème du tabouret et du piano. Vous pouvez pas jouer au piano quand le tabouret est trop loin. Donc, va falloir bouger soit le piano, soit le tabouret. Autrement dit, soit on va avoir une déglobalisation, c'est-à-dire une renationalisation des chaînes de valeur, des politiques, plus de protectionnisme, plus de tout ce que vous voulez de repli national, soit il va falloir trouver une gouvernance plus coopérative. Évidemment, dans la configuration actuelle, c'est plutôt l'hypothèse 1 qui a le vent en poupe. Enfin, ce qu'on voit bien, c'est que ça va être difficile de rester en grand écart comme c'était déjà un sujet identifié bien avant, mais là, ça se manifeste. Je rappelle que suite à la crise de 2008-2009, il s'est pas passé grand-chose sur ce sujet globalisation ou déglobalisation, sauf sur une chose, qui est la diminution drastique des financements cross-border. Donc, on a déglobalisé un peu la finance après la crise de 2008-2009. Donc, la question, c'est est-ce que là, on va déglobaliser autre chose? Le deuxième sujet sur lequel on voit bouger les lignes, c'est le sujet liberté individuelle versus sécurité collective. C'est-à-dire les États dont on vante les succès face au coronavirus. Vous prenez Singapour, par exemple. Je rappelle qu'à Singapour,
pour surveiller vos mouvements pendant le coronavirus. Tous les téléphones portables sont géolocalisés. Il y a un site web public où on donne l'adresse, l'âge, le sexe, la profession, le lieu de travail de l'ensemble des cas, un par un recensés de toutes les personnes contaminées, etc., etc. Donc, ils ont jugulé très vite l'épidémie, mais au prix d'une perte de liberté individuelle qui est assez considérable. Un deuxième exemple qui frappe, par exemple, c'est le retour du débat sur la neutralité du net. Donc, vous avez vu que Netflix a pris des engagements volontaires à ce stade de restreindre les débits parce que les réseaux, la connectivité était saturée par les débits des films que nous regardons. Donc ça, c'est vraiment, ça tranche en sens inverse un débat qu'on avait depuis des années. Sur le plan économique, plein de choses à dire. J'en mentionne juste une qui est passée un peu sous les radars. Le baril de pétrole est passé sous les 25 $, ce qui s'est pas produit depuis 30 ans, suite à un événement, alors non coopératif, comme on peut rarement faire plus, c'est-à-dire que la consommation a baissé. Là-dessus, l'OPEP, ce qu'on appelle l'OPEP+, c'est-à-dire l'OPEP plus les Russes, ont décidé, tiens, faudrait qu'on réduise notre production. Finalement, les Russes ont dit pas du tout, nous on va continuer. Du coup, l'Arabie Saoudite a dit nous aussi, et le baril de pétrole donc ça va mettre à mal des économies qui sont déjà très fragiles. Bon, et enfin, dernier mot, puis je rends la parole à Mathieu sur le leadership. C'est assez clair que la manière de piloter des organisations pourra pas être pareille après qu'avant. Je vais prendre un truc tout bête, l'éducation nationale. Vous avez des tas de profs à qui d'habitude on demandait de respecter les consignes, et là on leur dit débrouillez-vous, faites comme vous pouvez pour gérer votre classe à distance. Ça va être difficile une fois la crise terminée de continuer à leur dire qu'ils doivent faire juste que appliquer les circulaires. Donc voilà, un ensemble de sujets beaucoup trop vastes pour que je m'y attarde, mais simplement pour illustrer le fait que les prospectivistes sont finalement très contents en temps de crise parce qu'ils ont plein de nouveaux sujets à regarder. Voilà, je rends la parole à Mathieu. Merci Elisabeth pour cet exposé limpide. Alors, j'ai peur d'avoir perdu Elisabeth, à qui je vais proposer de revenir dans un instant. Elisabeth me rend la parole, mais ce sera pour vous la rendre à votre tour, en attendant bien sûr qu'elle nous revienne. Un instant, s'il vous plaît, on vous a prévenu qu'il pourrait y avoir quelques imprévus. Et nous allons retrouver Elisabeth dans un instant. Est-ce que je suis revenue? Elisabeth, oui, de nouveau parmi nous. Désolé à tous pour ce petit incident. Ce que je vous ai promis, c'est de m'effacer aussitôt pour relayer vos questions, des questions qui ont été posées sur le chat. Et la première d'entre elles a été posée par Nathalie, qui attirait notre attention sur un aspect qui n'a pas forcément été développé spécifiquement, qui est celui des conséquences en cascade qui peuvent voir le jour à la suite d'une crise, et en particulier, donc, comment est-ce que ces conséquences en cascade peuvent-elles être anticipées, ou en tout cas accompagnées pendant une crise, ou est-ce qu'on ne peut, au fond, ne les voir qu'après? Excuse-moi, j'ai eu un blanc. Est-ce que tu peux juste me redire la question? Nathalie, dans sa première question, nous parlait des conséquences en cascade que peut avoir une crise. Dans quelle mesure, au fond, quel est le pouvoir de la prospective? Est-ce qu'elle nous permet véritablement de les anticiper aussi et de concevoir justement les arbres de conséquences que peut avoir une crise, ou est-ce qu'au fond, ces conséquences en cascade, on ne peut les étudier et n'en prendre la mesure qu'après la crise?
Alors, on n'est jamais sûr de bien y réussir, mais ce que fait la prospective ou ce qu'elle prétend faire, c'est d'être systémique. C'est-à-dire que quand on a un problème ou enfin on étudie un problème quel qu'il soit, on va considérer que si des changements se produisent, ils vont pas tomber du ciel, ils vont être portés par des acteurs du système. Donc première chose, on essaie d'imaginer qui est concerné. Donc mettons là la crise actuelle, eh bien il y a un aspect de quels pays sont concernés. À l'intérieur d'un pays, il y a quels sont les acteurs. Par exemple, supposez que je décide, je vais essayer de l'illustrer sur un cas précis, sinon ce sera trop compliqué. Est-ce que il faut fermer les entreprises non essentielles? Bon, c'est un sujet. Voilà. La question, c'est quand on dit non essentiel, par exemple, on va dire, OK, bon, alors nourrir les gens, c'est essentiel. Mais pour pouvoir nourrir les gens, probablement, il faut que je fasse du packaging en carton, en plastique, etc. Parce que la nourriture, il faut bien l'emballer dans quelque chose. Donc, je dis, OK, donc les usines de packaging, celles-là, elles sont pas essentielles en soi, mais elles sont essentielles parce qu'elles sont reliées à ceci, cela. Et c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de cartographier l'ensemble des acteurs d'un système et ensuite de comprendre les comportements que les uns et les autres pourraient adopter. Pour faire ça, assez souvent, une méthode très pratique, c'est de faire des wargames, enfin des jeux de rôle, en fait, quand on essaie de simuler ça à l'avance. Et ensuite, quand on est en phase plus tactique, évidemment, on essaie de modéliser quantitativement. Donc là, on fait intervenir, si vous voulez, des feuilles Excel, on va le dire comme ça. Mais la première chose très en amont, c'est juste d'essayer de cartographier qui sont les personnes concernées et qui ont un effet de levier sur le sujet qu'on regarde. Ça peut être des personnes ou ça peut être des contraintes. Par exemple, est-ce qu'il y a une règle de droit ou est-ce qu'il y a une contrainte capacitaire? Souvent, par exemple, on va regarder sur les questions d'énergie. S'il n'y a plus d'énergie, tel sujet ne peut pas. Donc là, on voit par exemple qu'une contrainte qu'on a, c'est l'approvisionnement en machines de ventilation. On vous parle beaucoup des masques là, mais c'est les ventilateurs et les machines de réanimation qui nous posent un problème. Enfin, les masques aussi, mais c'est plus facile de produire des masques ou du gel hydroalcoolique que des ventilateurs. Donc voilà, quels sont les acteurs du jeu, quelles sont les contraintes, et c'est ça qu'on essaie de simuler pour comprendre les conséquences en cascade. C'est pas du tout mécanique en fait. Il suffit que tel acteur ne se comporte pas de la manière nominale pour que ça change la réaction de tout le monde. Voilà. Après, est-ce qu'on a bon à tous les coups? Réponse non. Généralement, on se trompe. Une question qui nous a été posée, enfin, ou deux questions qui nous ont été posées en lien direct avec la crise. Une question de Stéphane Ducroquet et une autre d'Étienne Bourdet, qui est un des collaborateurs de Léonard, qui tous les deux s'interrogent sur les impacts. Vous avez évoqué un certain nombre des conséquences prévisibles, disons, de la crise que nous rencontrons aujourd'hui. Stéphane se demande quelles pourraient être les ruptures potentielles en matière de mobilité qui pourraient faire suite précisément à cette crise. Et Étienne, assez naturellement également, aborde une question dont nous faisons en quelque sorte tous l'expérience intime, qui est celle du télétravail. Tendance accélérée ou inversée suite à la crise. Comment est-ce que l'une et l'autre de ces thématiques, comment les mobilités vont continuer de se développer ou peut-être au contraire se contraindre, comment le télétravail peut-il passer ou non un seuil? Comment est-ce qu'on aborderait ces deux questions en prospective? Bon, alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a une expérience grandeur nature, enfin une expérimentation grandeur nature. J'ai pas beaucoup plus de lumière que vous. La première chose, c'est que je pense qu'à travers cette crise, on mesure tout à la fois l'ampleur des choses qu'on peut faire en télétravail et à quel point le présentiel nous manque. Alors, il y a beaucoup de réflexions d'ores et déjà à chaud, je trouve, dans le monde de l'enseignement là-dessus, beaucoup plus, enfin, dans ce que je peux voir passer ces derniers jours. La plupart des profs sont en train de faire cours en télétravail. Les uns sont sur Zoom, les autres font des podcasts, peu importe, tout le monde bricole. Et ça marche plus ou moins. Mais c'est le moins qui va m'intéresser. Les deux choses que ça ne fait pas. Un, et alors ça, à mon avis, ça va être majeur à la rentrée prochaine, la différenciation sociale. C'est-à-dire que les enfants dont les parents sont derrière eux et peuvent leur expliquer ce qu'il y a à faire, surveiller qu'ils font les devoirs, non seulement ils font le programme, mais ils font peut-être plus vite. Et puis, il y a tous les autres enfants où il n'y a pas d'ordinateur à la maison, les parents ne sont pas derrière, etc., qui vont décrocher. Moi, je suis confinée dans l'Oise. Il se trouve que nous, on a été confinés avant tout le monde parce que il y avait un militaire de la base de Creil qui a attrapé le coronavirus en allant. C'est les militaires qui sont allés chercher les Français à Wuhan. Donc, les élèves dans l'Oise, ils étaient en vacances scolaires depuis le 15 février.
Et la rentrée, ça devait être le 2 mars, et il n'y a pas eu de rentrée. Parce que à partir du 2 mars, les écoles étaient fermées dans mon coin. Et maintenant, ils sont naturellement arrêtés. Donc, admettons que le confinement dure jusqu'à fin avril. Donc, ça fera 2 mois et demi que les élèves sont pas allés à l'école et il restera 2 mois, enfin, sauf si le ministère décale. En 2 mois et demi, quand vous êtes en CP ou en CE1, les enfants vont avoir tout oublié s'ils n'ont pas travaillé. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que le présentiel, sur le cas de l'école, permet d'assurer une certaine égalité des chances que le distanciel ne permet pas. Et la deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que l'enseignement, c'est moins du contenu que de la transmission, quoi. C'est la présence, c'est la relation que le numérique permet moins. Et donc, je commence à voir beaucoup de papiers là-dessus qui disent, bien sûr, les enseignants vont du coup utiliser beaucoup plus dans l'avenir les outils qu'ils ont appris dans l'urgence à utiliser plus ou moins bien. J'ose pas dire maîtriser, mais utiliser maintenant. Mais deux, ils ont aussi mesuré, enfin les parents avec eux, à quel point tout le reste qui n'était pas en distanciel était important et même critique pour la mission de l'école. J'ai l'impression que dans les entreprises, ça va être pareil. C'est-à-dire que d'un côté, on se rendra compte qu'on peut utiliser beaucoup plus le télétravail qu'on faisait jusqu'à présent. Et donc finalement, il n'y a pas grande raison de s'en priver si on a montré que ça fonctionnait. Mais en même temps, ça va les amener à réfléchir à de quelles choses essentielles elles se privent lorsqu'elles font du télétravail et cultiver ces choses essentielles dans le travail qui restera en présentiel. Après, laquelle des deux tendances l'emportera? En France, on prend un peu de risque à dire qu'on fera un peu plus de télétravail parce qu'on est tellement en retard sur tout le monde, sur les Hollandais, les Finlandais, les Suédois, que le télétravail tendanciellement ne peut qu'augmenter chez nous. Mais c'est plus parce qu'on était en retard. Pour les pays qui étaient déjà à maturité sur le télétravail, par exemple, je vais prendre les Hollandais, ou à une certaine maturité, je pense que ce que change cette expérience, c'est que le télétravail est entièrement généralisé et encore une fois, ça permet de mieux isoler ce que le présentiel a d'irremplaçable et de travailler là-dessus dans les relations managériales, je pense à l'avenir. Sur la mobilité stricto sensu, je me méfie beaucoup. Vous voyez, quand il y a eu la crise de 2008-2009, on a dit plus jamais ça. D'accord? Plus jamais d'effet de levier à 12 ou 13 sur les LBO, plus jamais de surendettement, etc. On est revenu quelques années après à des niveaux pires que ce que c'était avant. Donc, si je transpose, bon, est-ce que la transposition est justifiée? Bon, ça reste à discutable, mais je pense pas que la crise qu'on vient de connaître en elle-même nous amène à changer nos habitudes de mobilité s'il n'y a pas une mesure gouvernementale quelconque ou une taxation, une interdiction ou ce qu'on veut. Donc, spontanément, si je suis mon hypothèse, spontanément, nous reviendrions à nos habitudes anciennes. En revanche, ce qui peut se produire, c'est que puisque tous collectivement, on a remarqué qu'on pouvait vivre en se déplaçant beaucoup moins, est-ce que le gouvernement ou l'autorité municipale, selon le cas, peut saisir cette occasion, puisqu'on a démontré que c'était faisable, pour prendre une régulation qu'elle n'aurait pas osé prendre avant, mais que là, on a testé que c'était faisable. Donc, c'est plutôt je verrais pas un lien direct, mais un lien avec un effet rebond entre deux. Merci Elisabeth. Alors, on est en train de faire mentir pour la première de ces rencontres, notre promesse de faire tenir nos échanges dans une petite demi-heure. Mais pour ne pas trop mentir, je voudrais vous poser quand même une dernière question. Elle réinterprète un peu la question de Jean-Baptiste Ségard qui nous l'a posée tout à l'heure et qui attire en fait notre attention sur le Black Elephant le plus important, disons, de notre époque, qui est celle du changement climatique, bien évidemment, et qui pose la question du lien entre la prospective et l'action, la compréhension des scénarios possibles et l'introduction de mesures censées précisément les contrevenir. Comment espérer que la prospective puisse servir précisément à alimenter l'action, ou est-ce qu'au contraire, c'est les limites finalement de son efficacité? Elle ne peut rien pour cela. Encore une fois, la prospective peut juste vous dire, si vous faites A, il se passera ça, si vous faites B, il se passera ça. Elle peut pas vous amener à dire que A est mieux que B. Donc, elle ne change pas votre système de valeurs. Et si votre système de valeurs, implicitement, c'est, écoute, les générations futures se débrouilleront, ok,
on fait, nous, on roule en diesel, et ben on roule en diesel, et puis nos enfants verront bien ce qu'ils feront. Ça, la prospective ne change, elle nous permet juste de visualiser les conséquences, mais si nous considérons que voilà, ce sera le problème de la génération future, elle ne peut rien pour nous. Hein. Encore une fois, la question entre que puis-je faire et que vais-je faire, il y a une question intermédiaire, c'est quelles sont mes valeurs, quelles sont mes priorités, quelles sont mes contraintes, et ça, la prospective ne peut pas le trancher pour nous. Hein. Entendu. Merci Elisabeth, je pense qu'on se servira de ce dernier commentaire comme mot de la fin. Deux notes pour les participants. D'une part, vous êtes libre de poursuivre ces échanges ici même sur le chat entre vous, mais aussi dans l'onglet networking que vous situerez à gauche. Alors c'est très expérimental, je vous l'ai dit, mais il vous permettra de rencontrer d'autres membres de l'audience et d'échanger directement avec eux pour partager, pourquoi pas, certaines de vos vues. L'expérience que vous en ferez et les commentaires que vous voudrez nous en faire nous intéressent beaucoup. Merci à tous d'être venus si nombreux. On était 108 connectés sur cet espace au début de l'événement. Je vous signale que nous serons de nouveau ici tous les jours à 14 heures. Vous avez reçu le programme de la semaine et si ce n'est pas le cas, je vous invite à laisser votre adresse mail dans la zone de chat pour qu'on puisse vous l'adresser. On parlera demain de Toronto, la métropole accidentelle devenue deuxième place financière d'Amérique du Nord et lieu d'élection de Google pour y tester son quartier connecté. On parlera d'économie sociale et solidaire mercredi, de clean tech et de construction, ce que les technologies peuvent pour réduire l'impact carbone, mais aussi environnemental de la construction dès jeudi. Et enfin, on fera un pas de côté avec Nicolas Maviel, dont j'ai vu qu'il s'était connecté aujourd'hui et je l'en remercie, pour parler donc de la contribution du jeu vidéo à la réflexion sur l'innovation en ville. Voilà. Merci à tous, merci d'être venus. Rendez-vous en networking. Je vous encourage encore une fois à rester parmi nous. Et puis à demain pour ceux qui pourront nous rejoindre ou au jour d'après. À très bientôt.